Avez-vous vu le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock ? Si c'est pas le cas, regardez-le, c'est une bonne leçon de cinéma. Évidemment, le film sorti en 1963 a un peu vieilli, mais il est considéré comme l'un des premiers grands films dits d'invasion, et surtout comme une référence du cinéma d'épouvante. Il raconte l'attaque des habitants de Bodega Bay en Californie par des groupes d'oiseaux qui se jettent sur eux. Bon alors perso, je l'ai jamais trouvé plus angoissant que ça, mais il semblerait qu'il soit à la limite de l'insupportable pour tout un tas de gens. Bon, pour les ornithophobes, à la limite je comprends. Quoi qu'il en soit, si je vous parle de ce film, c'est parce que je vais maintenant vous raconter la fois où c'est arrivé en vrai. Nous sommes à Malmö, en Suède, le 8 octobre 2000. Le plus long pont d'Europe, l'Örsundsbron, ou pont de l'Öresund, vient d'être inauguré. L'Öresund, c'est le détroit entre la Suède et la Norvège. Passer de Malmö en Suède à Copenhague en Norvège demandait auparavant une longue et coûteuse traversée en ferry. Mais à partir de 2000, il est devenu possible d'emprunter ce pont qui relie Malmö à une île au milieu du détroit et se prolonge par un tunnel jusqu'à Copenhague. Nous sommes donc le 8 octobre 2000. Les automobilistes empruntent ce pont fraîchement inauguré. Mais à la nuit tombée, ceux-ci commencent à constater un phénomène étrange. La chaussée du pont est jonchée d'oiseaux morts. Certains conducteurs font état d'oiseaux qui tombent sur leur voiture, d'autres même affirment que des oiseaux se sont jetés sur leur pare-brise. Le lendemain, un ornithologue est dépêché sur les lieux. Il ramassera les cadavres de 344 oiseaux qu'il parviendra à identifier et à peu près autant sur lesquels trop de voitures sont passées pour qu'ils soient encore reconnaissables. Il estimera qu'un nombre équivalent sont tombés à l'eau autour du pont, ce qui mène à un total d'environ 1 millier d'oiseaux. Parmi ceux qui sont identifiables, l'écrasante majorité sont des grives, alors en migration à ce moment-là, suivies d'une cinquantaine de rouges-gorges et quelques autres espèces au nombre anecdotique. Ce phénomène n'est a priori pas un cas isolé. Le cas de l'Örsundsbron est bien documenté à cause du comptage ornithologique, mais lors de l'inauguration de l'autoroute A16 entre la Belgique et Calais, le même phénomène avait été signalé, mais sans qu'un comptage n'ait été réalisé ensuite. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les oiseaux à attaquer les routes fraîchement ouvertes ? C'est pas que les routes. Après les attentats du 11e jour du mois de septembre de l'année qui suit l'an 2000 dans la ville qui ne dort jamais, oui désolé mais je fais ces circonvolutions inutiles parce que manifestement parler de cet événement sur YouTube mène à une démonétisation de la vidéo et j'aime l'argent. Bref, après cet événement tragique, la ville de New York a érigé en 2004 un mémorial là où se trouvaient auparavant les bâtiments concernés. Enfin, érigé c'est un grand mot puisque le mémorial consiste plutôt en 2 gros trous, mais vous avez l'idée. Là encore, après l'inauguration, les riverains ont assisté à une pluie d'oiseaux. Ceux-ci se rassemblaient au-dessus du mémorial et tournaient sans discontinuer, puis finissaient par tomber au sol, morts. Ce phénomène avait déjà été constaté au XVIIIe siècle, notamment sur les littoraux. Les nuits suivant la mise en fonction d'un phare maritime, des centaines, voire des milliers d'oiseaux se rassemblaient autour et venaient se fracasser contre l'édifice, brisant les vitres quand ils ne se fracassaient pas sur le fût du bâtiment. Mais pourquoi les oiseaux se rassemblent-ils pour attaquer les infrastructures fraîchement inaugurées ? Si vous êtes un peu dégourdi, vous avez compris au moment où je vous ai parlé des phares maritimes. En effet, il ne s'agit pas, comme pourrait le laisser penser la manière dont je vous ai raconté ces histoires, d'attaques organisées. En fait, il ne s'agit même pas d'attaques. Et en plus, elles n'ont rien à voir avec les inaugurations. Il y a un détail d'importance que j'ai volontairement oublié jusqu'ici pour le bien de mon intro putaclic. Le soir du 8 octobre 2000, c'est le soir où a été mis en service pour la première fois l'éclairage du pont de l'Öresund. À l'inauguration du mémorial du Centre du commerce mondial de la Nouvelle-York, ont été installés des projecteurs extrêmement puissants, dirigés vers le zénith. Et un phare maritime, c'est un phare maritime. La phototaxie n'est pas un nouveau concept de portraitiste en voiture, c'est le terme qui désigne le fait de se déplacer en s'orientant grâce à la lumière. Or, de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs non seulement migrent de nuit, mais en plus s'orientent grâce à la lune ou aux étoiles. Ajoutez à cela une attirance pour la lumière et une vue adaptée à l'obscurité et vous avez la recette d'un désastre.
Imaginons que vous soyez un oiseau s'orientant grâce à la Lune. Pour tenir un cap, il suffit que la Lune se trouve quelque part dans votre champ de vision et reste à cet endroit-là. Tant que la Lune reste à votre gauche par exemple, vous volez toujours dans la même direction. La Lune étant extrêmement lointaine, elle paraît immobile dans le ciel. Mais que se passe-t-il si ce que vous prenez pour la Lune est en fait un lampadaire situé à quelques centaines de mètres ? À mesure que vous allez avancer, le lampadaire va se retrouver derrière vous. En l'absence d'autres repères, vous allez en déduire que vous avez dérivé de votre route, et vous allez tourner légèrement vers la Lune. Sauf que la Lune va continuer à se barrer derrière vous, puisque c'est un lampadaire. Des millions d'années d'évolution ne vous ont pas préparé à une lumière au sol qui ressemble à la Lune. Et voilà comment vous vous retrouvez à tourner en spirale de plus en plus serrée vers cette source de lumière. Et une fois à proximité du lampadaire beaucoup plus lumineux que l'astre des nuits, ébloui, désorienté, vous tournez en rond jusqu'à finir par vous épuiser ou vous fracasser contre une infrastructure, comme un pilier de pont, un gratte-ciel à proximité ou le fût d'un phare maritime. Les automobilistes du pont de l'Öresund n'ont pas été attaqués par des oiseaux. Il s'agissait de grives perdues qui se sont fracassées contre le pont avant de tomber sur la route ou carrément percuter le trafic. À New York, la pluie d'oiseaux était due à leur épuisement à force de tourner en rond dans le faisceau des projecteurs ou leur collision avec les immeubles alentours. Et les phares maritimes, c'est des phares maritimes. La solution a été d'éteindre l'éclairage de l'Örsundsbron les soirs de mauvaise visibilité. Idem pour le mémorial de Manhattan. Quant au phare maritime, il a été découvert depuis longtemps déjà qu'éclairer le fût du bâtiment permettait de limiter la casse. Mais un phare maritime, c'est un phare maritime, donc aujourd'hui encore les oiseaux leur tournent autour. À Toronto, au Canada, un programme de surveillance a été créé, le FLAP, pour Fatal Light Awareness Program. On trouve dans cette ville une tour de plus de 500 mètres de haut, la tour CN. En un an, le programme FLAP a relevé 3000 cadavres d'oiseaux au pied de la tour, sans compter les blessés, et ceux embarqués par les chats avant d'être répertoriés. Le nombre d'oiseaux migrateurs tués par collision avec des gratte-ciels ou des éléments d'architecture pourrait s'élever à près de 100 millions par an en Amérique du Nord. Pourquoi je vous parle d'oiseaux morts sur une chaîne d'astronomie ? Parce que je veux vous parler de pollution lumineuse. Mais souvent, la pollution lumineuse, les gens s'en foutent. Si ça te gêne, les lampadaires avec ton télescope, on va pas tout éteindre juste pour toi, hein. Trouve-toi une autre passion, mets-toi à la pêche ou à la pétanque. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer que le problème de la pollution lumineuse, c'est pas juste l'affaire d'une bande de nerds qui chouinent parce que leur télescope ne marche plus. Le problème est bien plus vaste que ça et touche tout le monde, à un point que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et comme vous l'avez compris avec le début de cette vidéo, le principal impact de la pollution lumineuse, on le note, dans la nature. On l'a vu avec l'orientation des oiseaux, mais ils ne sont pas les seuls. Les insectes nocturnes, eux aussi, s'orientent avec la lune. Et comme pour les oiseaux, ils finissent par tourner comme des cons autour des lampadaires. D'ailleurs, si je vous dis ça, vous avez sûrement immédiatement l'image de la loupiote envahie de papillons la nuit en été. Et là, c'est pire qu'avec les oiseaux, parce qu'on compte en moyenne près de 150 insectes tués par lampadaire et par nuit. Il y a ceux qui meurent d'épuisement, ceux qui meurent grillés sur le lampadaire, et ceux qui se font bouffer par les chauves-souris et les passereaux. Alors, on pourrait se dire que pour ces espèces-là, c'est pas si mal d'avoir un buffet à volonté. Sauf que non. Ça mène, en plus de la surmortalité de base, à une surprédation et à la disparition de pas mal des espèces concernées, parfois de manière locale, parfois de manière définitive. En juillet 2016 avait lieu à Paris la finale de l'Euro de foot entre le Portugal et la France. Le match a été perturbé par une invasion de papillons de nuit. Ronaldo avec un papillon sur la tronche était même devenu un mème sur les réseaux sociaux. Pourquoi une telle invasion ? Le stade était resté allumé toute la nuit précédant le match. Or, cette variété de papillons est migratrice et s'oriente, je vous le donne en mille, grâce à la lumière. Ce sont donc des dizaines de milliers de papillons de nuit qui se sont retrouvés piégés dans le stade et éliminés comme de la vermine. Donc, outre le fait que ça représente des dizaines de milliers de papillons morts pour rien, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'espèce, ça représente aussi ça en moins comme proie pour les oiseaux. Donc l'éclairage public tue énormément d'insectes qui du coup ne sont plus de la nourriture pour d'autres espèces qui disparaissent elles aussi. C'est-à-dire notamment les chauves-souris et les passereaux. D'ailleurs, en parlant des passereaux, ceux qui habitent en ville, vous avez déjà dû entendre des oiseaux chanter la nuit, non ? Eh ben c'est pas normal. La nuit, un oiseau, ça dort. Et dans les zones d'éclairage urbain, les oiseaux restent actifs la nuit et la privation de sommeil qui en résulte raccourcit dramatiquement leur espérance de vie. Et à ceux qui seraient tentés de laisser un commentaire en disant qu'ils aiment pas les insectes et les chauves-souris et que du coup ça les arrange bien qu'il n'y en ait plus,
Ça s'appelle du délit de sale gueule. Heureusement qu'il est interdit de supprimer des gens sous le prétexte qu'on les aime pas. Et ces espèces, vous ne les aimez peut-être pas, mais elles participent autant que les autres au maintien d'un fragile équilibre dans leur écosystème. Mais il n'y a pas que les espèces qui sont attirées par la lumière, il y a aussi celles qui la fuient, comme les petites bestioles du sol ou des cours d'eau. Illuminez une pelouse et vous voyez disparaître les petites bêtes qui dégradent les végétaux morts en compost. Illuminez un cours d'eau, comme une rivière qui passe en ville, et vous voyez disparaître les insectes qui servent de nourriture aux amphibiens, qui servent de nourriture aux plus gros poissons. Autrement dit, illuminez une rivière et vous la transformez en désert. Plus bêtement encore, illuminez un arbre et vous lui faites perdre la notion d'hiver ou d'été. Un arbre ne se fie pas à la température pour savoir s'il doit perdre ses feuilles. Il se fie à la luminosité. En hiver, le temps d'ensoleillement baisse, ce qui provoque la chute des feuilles. Enfin, sauf quand vous collez un lampadaire à l'arbre, qui alors ne les perdra plus. Il y a aussi la question des UV. Avant, on installait des lampes au sodium avec une lumière jaune. Alors, c'était déjà chiant pour les astronomes, mais l'avantage du sodium, c'est qu'il a une longueur d'onde bien précise et donc il se filtre plutôt bien. Mais depuis quelques années arrivent les LED. En soi, les LED c'est bien, ça consomme moins et les lampadaires récents ont une lumière plus dirigée vers le sol, sans compter leur plus grande durée de vie qui permet de diminuer le coût d'entretien de l'éclairage public sur la durée. Ouais, enfin ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, des appels d'offres sont faits pour déterminer quelle entreprise va s'occuper de fournir les lampadaires et les LED. Et devinez qui remporte le marché ? L'entreprise la moins chère. Donc les LED pas chères installées au début des années 2010 en France avaient une durée de vie merdique. Mais surtout, vu qu'elles consommaient moins, on n'a pas diminué la facture d'électricité. Non. Vu qu'elles consommaient moins, on a mis un éclairage plus puissant. Résultat, l'éclairage au LED est une catastrophe pour l'astronomie, mais j'ai dit que j'en parlerai même pas. Je vais plutôt vous parler du spectre des LED blanches. Parce que contrairement aux lampes à sodium, elles brillent énormément en ultraviolet. Et énormément d'insectes y sont sensibles. Ceux qui auparavant étaient épargnés par les lampes au sodium viennent donc maintenant accompagner les autres pour se griller sur les lampadaires. J'ajouterai aussi que les UV des LED, quoique en plus faible quantité, ne sont pas meilleurs pour la santé que les UV du soleil, mais ça, c'est une autre question car leur impact est encore mal étudié. Parce que là, j'ai vaguement effleuré la question de l'impact de la lumière artificielle sur la nature, mais il faudrait voir à pas ignorer l'impact qu'elle a sur nous. Je vais maintenant utiliser une expression qui fait peur. Perturbateur endocrinien. On nous la sort à toutes les sauces, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un perturbateur endocrinien ? Concrètement, c'est quelque chose qui modifie les sécrétions hormonales normales d'un organisme. Et à ce titre, on peut ranger plein de choses dans cette case. Un pesticide peut être un perturbateur endocrinien, l'alcool en est un, la castration aussi. Oui, c'est un exemple chelou, mais si vous faites couper les valseuses à votre chien ou à votre cheval, vous perturbez ses productions hormonales. Donc oui. Si je prends ce genre d'exemple, c'est pour vous montrer qu'un perturbateur endocrinien, c'est pas juste une substance avec un logo terrifiant sur le bidon que les méchants industriels mettent dans votre bouffe pour vous rendre malade. Non, un perturbateur endocrinien perturbe la sécrétion de certaines de vos hormones. Et des hormones, il y en a des trouzaines, chacune avec une trouzaine de fonctions différentes et des trouzaines de conséquences différentes aussi, qui vont de l'assagissement de votre chien à la moustache de votre grand-mère, en passant par les troubles de la personnalité de votre petit frère et le cancer de votre voisin. Certaines perturbations endocriniennes sont bénéfiques, d'autres neutres et d'autres encore néfastes. Une chatte stérilisée a moins de risque de cancer des mamelles, la moustache de mamie est juste due à sa ménopause, mais une hypothyroïdie peut donner un retard mental. Mais bien entendu, si je vous parle de perturbateurs endocriniens, c'est parce qu'on va parler de ceux qui foutent le dawa dans votre santé. Et devinez quoi ? L'éclairage artificiel est un perturbateur endocrinien. Je vais le redire une énième fois, mais si je dis perturbateur endocrinien, vous pensez sûrement à un pesticide ou un truc du genre. Or, les différentes études menées sur le sujet montrent que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture ne provoque pas d'augmentation sensible des cas de cancer chez l'humain. Si je prends cet exemple, c'est parce que les pesticides sont un sujet de société et la source d'angoisse de plein de gens. Mais vous savez ce qui n'est pas la source d'angoisse de plein de gens ? L'éclairage artificiel. L'éclairage artificiel est un perturbateur endocrinien parce qu'il perturbe le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme naturel de veille et de sommeil. Ce rythme est basé sur 24 heures et s'accompagne de tout un tas d'hormones, dont la mélatonine et la noradrénaline, dont les sécrétions sont donc déréglées. Des études à large échelle ont été menées aux États-Unis sur des travailleurs au rythme particulièrement déréglé, c'est-à-dire des infirmières et des hôtesses de l'air. On a noté chez elles un risque accru de cancer du sein, même en considérant leurs expositions à d'autres facteurs.
Messieurs, ne vous sentez pas en reste, les travailleurs postés ont un risque accru de cancer du côlon. Sur des rats de laboratoire, on a noté une diminution de la densité osseuse et de la force musculaire par rapport à des individus qui dormaient bien la nuit. Et bien entendu, la perturbation du rythme circadien s'accompagne d'une baisse de la vigilance et des risques d'accidents qui vont avec, ainsi que de l'aggravation des problèmes de dépression. Tout ceci pris en compte, l'OMS, par le biais du CIRC, considère que l'éclairage artificiel est un perturbateur endocrinien aux effets bien plus délétères sur la santé que les pesticides utilisés dans l'agriculture. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous préoccuper des pesticides. Je dis juste que comme vous êtes sûrement assez nombreux à vous préoccuper de l'impact des pesticides sur votre santé, je me permets juste de vous montrer que l'éclairage public est un problème que, peut-être, vous ne devriez pas ignorer si vous êtes anxieux pour votre santé. Parce que même si vous éteignez la lumière la nuit dans de nombreux logements mal isolés de l'extérieur, l'éclairage public s'immisce dans les chambres qui ne sont alors pas plongées dans le noir la nuit. Et comme votre organisme réagit à la lumière même quand vos paupières sont closes, l'éclairage public peut très bien avoir un impact sur la qualité de votre sommeil si la lumière d'un lampadaire traverse vos volets. À ce stade-là, vous pouvez décider de vous en foutre de la nature et considérer que vous dormez suffisamment bien, et donc vous en foutre aussi des implications sanitaires. Mais il y a un argument qui, en général, ne laisse pas les gens indifférents, c'est celui de l'argent. Je vais donc vous donner quelques chiffres dont vous trouverez la source en description. En France, 9,5 millions de lampadaires sont installés dans les rues et sur les routes et sont allumés 3200 heures par an. Leur consommation sur cette période représente 5,6 TWh pour un coût, fonctionnement et entretien compris, de 2 milliards d'euros par an. Pour les collectivités, l'éclairage public, c'est 41% de leur facture d'électricité, ce qui représentait 24 euros par habitant en 2011. Si on éteignait l'éclairage public en France, on économiserait l'énergie d'un réacteur nucléaire ou de 800 éoliennes de 3 MW. Chaque année, les illuminations de Noël consomment 1,3 gigawatts, dont 75% chez les particuliers. C'est l'équivalent du fonctionnement annuel de 600 000 réfrigérateurs. Une partie de l'éclairage étant dirigée vers le haut, il est estimé qu'aux États-Unis, c'est 1,5 milliard de dollars qui sont ainsi dépensés chaque année pour éclairer le ciel de façon tout à fait inutile. En suivant ce raisonnement, la ville de Lille a réalisé une économie de 35% sur sa facture d'électricité en modifiant ses lampadaires pour des modèles éclairant mieux vers le sol. La ville de Bordeaux a mis en place un système d'éclairage public piloté qui s'allume seulement au besoin. Le système coûte 60% plus cher à l'installation, mais est rentable en quelques années seulement grâce aux économies réalisées. Plus de 8000 communes de France ont obtenu le label Ville étoilée en coupant l'éclairage public passé une certaine heure, quand plus personne ne circule. Je dis ça, je dis rien, mais à l'heure où l'écologie est une préoccupation centrale pour des tas de gens, il est peut-être temps de se dire qu'un simple clic sur un interrupteur peut sauver des millions d'animaux, éviter quelques cancers et représenter une économie substantielle sur les factures. Mais on le fait pas. La première raison, et par là même la plus complexe selon moi, c'est la difficulté du pilotage des centrales nucléaires. En effet, il n'est pas forcément évident de modifier la puissance d'un réacteur nucléaire sur une période de 24 heures. Ça se fait, certains réacteurs baissent de puissance la nuit, mais c'est pas fait avec tous. Résultat, la nuit, quand les entreprises sont fermées et que les télés sont éteintes, l'électricité est produite en excédent, elle est donc beaucoup moins chère, et donc les mairies sautent sur l'occasion pour foutre des lampadaires partout. Mais sans se préoccuper de l'aspect technique, si on demande aux kidam moyens pourquoi ils veulent de l'éclairage public, deux raisons reviennent le plus souvent. D'abord, il y a la question de l'attractivité de la zone. Un quartier éclairé la nuit serait un signe de dynamisme et serait plus attractif qu'un quartier pas éclairé. Alors, outre le fait que c'est qu'une impression, si on éteint partout, il y a plus de quartiers moins attractifs qu'un autre. Mais surtout, le gros argument en faveur de l'éclairage public, c'est celui de la sécurité. En effet, l'éclairage public a été imposé par Louis XIV pour lutter contre la criminalité. En effet, à l'époque, on parlait encore de coupe-gorge. Vous savez, ces rues où tu entres, mais tu ressors jamais. Cependant, la société a quand même pas mal évolué. Si on se fie aux statistiques, on constate que près de 3 cambriolages sur 4 ont lieu de jour en Belgique, ce chiffre montant à 4 sur 5 en France. Donc les cambrioleurs aiment bien la lumière. Et j'aurais tendance à dire, de manière tout à fait personnelle, que la nuit dans un quartier éclairé, un mec qui tourne autour d'une baraque, ça passe plutôt inaperçu. Par contre, un mec qui tourne autour d'une baraque dans un quartier plongé dans le noir, tu vois sa lampe torche de loin.
On a aussi des statistiques en termes de sécurité routière. Il semblerait qu'en moyenne, dans les zones éclairées, les conducteurs aient tendance à rouler plus vite. En 2007 a été publiée une étude accidentologique menée sur 11 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, au niveau de l'ACES dont je parlais en début d'épisode. L'étude conclut que l'éclairage de la route n'apporte aucun bénéfice en termes de nombre ou de gravité des accidents. Éteindre cet éclairage a permis de réaliser une économie de près d'1 million d'euros par an. Reste la question de l'insécurité dans les rues. Mais un simple éclairage asservi, qui s'allume au passage des piétons de la même manière que votre spot dans votre entrée de garage, règle le problème tout en permettant d'éteindre les rues où il n'y a personne. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Rien ou pas grand-chose. L'AMPSEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, fait bien des propositions, comme ce fameux asservissement de l'éclairage ou la limitation de celui-ci dans les nouvelles zones aménagées. Elle propose aussi de remplacer l'éclairage routier par des catadioptres fichés dans la chaussée. Vous savez, c'est ces petits trucs qui brillent dans vos phares. C'est l'AMPSEN aussi qui décerne le titre de ville étoilée pour les communes exemplaires dans le domaine. Et pourtant, chaque année, de nouveaux lampadaires sont installés ici et ailleurs dans le monde. Au Chili, lieu pourtant préservé, même certains coins du désert ne sont plus propres à l'étude du ciel et de plus en plus d'observatoires se retrouvent limités dans leurs observations tant l'éclairage public progresse dans des zones où il ne serait pas nécessaire. Aujourd'hui, 83% des gens dans le monde vivent sous un ciel pollué, ce chiffre s'élevant à 99% en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, seul un tiers de l'humanité peut encore voir la Voie lactée. On veut de la lumière partout, tout le temps. Mais encore une fois, sans même prendre en considération les questions astronomiques, nous oublions un peu vite que nous sommes des animaux tout droit sortis des plaines africaines. À l'instar du reste du règne animal, nous sommes câblés pour fonctionner sur un rythme de 24 heures et l'obscurité est nécessaire pour le respect de notre rythme circadien et notre bonne santé. Donc, même si la société dans laquelle nous vivons a tendance à foutre de l'éclairage partout, nous devrions peut-être songer à réapprendre à apprécier le noir. Et bien entendu, la conséquence pour nous autres, astronomes professionnels comme amateurs, c'est de redécouvrir le firmament. Donc, si vous êtes maire, ou si vous connaissez, ou fréquentez, ou travaillez avec un maire, parlez-lui de l'AMPSEN, parlez-lui de l'impact de l'éclairage public sur l'environnement et ses factures d'électricité, et peut-être considérera-t-il la possibilité de rendre ses droits à la nuit. Ainsi, en plus de faire des économies sur les factures et chez le médecin, nous pourrons un peu plus lever les yeux au ciel et être astronogeeks. À la revoyure.